Voici l'histoire que je m'en vais vous conter aujourd'hui. Une histoire glaçante non pas parce qu'elle convoque des fantômes ou des monstres tapis sous le lit, mais parce qu'elle se déroule là tout près de chez vous, peut-être même dans votre propre rue. C'est le drame du silence des portes closes et des cœurs qui se brisent à huis clos. C'est l'histoire d'un amour pur, celui d'une grand-mère pour son petit-fils, transformé en poison par la jalousie maladive d'une autre femme. Une histoire où la protection de l'enfance sert de masque à la plus cruelle des tyrannies domestiques. Installez-vous. Éteignez les lumières trop vives. Nous partons pour Versailles dans la brume d'un après-midi d'automne, où tout a basculé. Il pleut sur Versailles ce jour-là. Une pluie fine, insidieuse, glaciale, de celle qui transperce les manteaux et mouille les âmes. Nous sommes dans un quartier résidentiel, huppé avenue de Paris. Les maisons ici sont belles, imposantes, protégées par de lourdes grilles en fer forgé et des haies de laurier parfaitement taillées. Tout respire l'ordre, la bienséance, la réussite sociale. Mais derrière les façades de pierre blonde, le malheur trouve toujours un chemin. Devant l'une de ces bâtisses, une silhouette solitaire se tient immobile sous le déluge. C'est une femme âgée, petite voûtée, sous le poids d'un chagrin invisible. Elle serre contre sa poitrine un paquet emballé dans du papier brillant décoré de petits oursons. Le papier commence à gondoler sous l'eau, l'encre bave, mais elle le protège comme un trésor. Cette femme, c'est Solange. 72 ans veuve d'un officier de marine, une vie de droiture et de discrétion. Elle est l'image même de la grand-mère que nous avons tous rêvé ou que nous avons eu la chance d'avoir. Une femme qui sent la lavande et la poudre de riz dont les poches cachent toujours un bonbon à la menthe ou un mouchoir brodé. Mais aujourd'hui, Solange n'est plus qu'une ombre tremblante. Elle fixe les fenêtres éclairées du premier étage. À l'intérieur, on devine une fête. Des ballons colorés flottent derrière les vitres. On entendrait presque les rires étouffés des enfants si le bruit de la pluie et des voitures sur le pavé mouillé ne couvrait pas tout. C'est l'anniversaire de Léo. Il a 5 ans aujourd'hui. 5 ans, l'âge de raison, l'âge des premiers souvenirs indélébiles. Et sa grand-mère est là dehors comme une mendiante, exclue de la joie de sa propre chair. Soudain, une fenêtre s'ouvre brutalement au premier étage. La lumière jaune de la chambre tranche l'obscurité du dehors. Une femme apparaît. Elle est jeune, belle, mais son visage est déformé par une rage qui effraie. C'est Valérie, la belle-fille. 35 ans, cadre supérieur dans une agence de communication, l'allure impeccable même dans la colère. Elle se penche par-dessus la rambarde indifférente à la pluie qui vient fouetter son brushing parfait. Elle voit Solange en bas près du portail. Leurs regards se croisent. Celui de Solange est implorant, plein de larmes, mêlées à la pluie. Celui de Valérie est dur comme l'acier. Elle hurle une voix stridente qui déchire le calme du quartier bourgeois. « Vous êtes encore là? Mais vous êtes folle. Vous voulez le tuer, c'est ça. Vous voulez le tuer une seconde fois. » Les passants rares sous ce temps de chien s'arrêtent choqués. Un voisin qui promenait son chien baisse la tête, gêné. Valérie ne s'arrête pas. Elle pointe un doigt accusateur vers la vieille dame. « Dégagez, si je vous vois encore là dans 5 minutes, j'appelle la police. Je vous ferai enfermer, vieille sorcière. Ne touchez plus jamais à mon fils. » La fenêtre claque avec un bruit de guillotine. Le silence retombe plus lourd qu'avant. Solange reste là, pétrifiée. Les mots l'ont frappée plus fort que des pierres. Tuer, comment a-t-on pu en arriver là? Comment l'amour d'une grand-mère a-t-il pu être travesti en tentative de meurtre? Pour comprendre cette scène d'une violence inouïe, il nous faut remonter le fil du temps, revenir à l'époque où le poison n'avait pas encore tout contaminé. Au commencement, il y avait pourtant l'apparence du bonheur. Pierre, le fils unique de Solange, avait épousé Valérie 5 ans plus tôt. Solange avait accueilli cette bru avec la bienveillance des mères qui savent s'effacer pour laisser place à la nouvelle génération. Pierre est un homme doux, peut-être trop doux, un architecte brillant mais effacé, un homme qui a horreur du conflit, qui a grandi dans l'ombre d'un père autoritaire et qui cherche la paix à tout prix.
Il est tombé fou amoureux de Valérie, cette femme de feu ambitieuse, directive, qui semble porter le monde sur ses épaules. Lorsque le petit Léo est né, Solange a cru toucher au paradis. Veuve depuis peu, cet enfant était son soleil, sa raison de se lever le matin. Les premières années, tout semblait normal. Solange gardait le petit le mercredi et parfois le week-end. Une complicité fusionnelle s'était tissée entre l'aïeul et l'enfant. C'était le temps des contes, lus au coin du feu des promenades, au parc du château de Versailles, pour ramasser des marrons, et surtout le rituel sacré des crêpes. Ah, les crêpes de Mamie Solange cuites dans la vieille poêle en fonte noire fine comme de la dentelle saupoudrée d'un voile de sucre glace. Léo adorait ça. Il riait aux éclats quand Solange faisait sauter la crêpe. « Encore, mamie, encore !» criait-il. Dans ces moments-là, Solange se sentait vivante, utile, aimée. Elle ne voyait pas ou ne voulait pas voir l'ombre qui grandissait dans le regard de sa belle-fille, car Valérie observait, et ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas. Valérie est une femme de son temps obsédée par la maîtrise, le contrôle, la perfection. Pour elle, l'éducation d'un enfant est un projet, une entreprise qui ne souffre aucun écart. Elle lit tous les blogs de parentalité positive, suit des nutritionnistes sur Instagram, traque le moindre additif, le moindre grain de sucre. Léo est un enfant projet. Il doit être parfait, manger bio, sans gluten, sans lactose, sans joie peut-être. Voir son fils se jeter dans les bras de cette grand-mère qui sent le beurre et la vieille France voir Léo préférer les histoires de Solange à ses propres jeux éducatifs en bois scandinave. Cela a réveillé chez Valérie une jalousie sourde viscérale. Une jalousie de mère louve qui ne supporte pas qu'une autre femme, fût-elle la grand-mère, ait une part du cœur de son petit. Le poison s'est instillé goutte à goutte. Au début, c'était des remarques anodines, dites avec un sourire crispé lors des déjeuners dominicaux. « Solange, s'il vous plaît, ne lui racontez pas ces histoires de loup, il fait des cauchemars après. » Ou encore « Vous lui avez encore donné du pain blanc. Vous savez que le gluten colle aux intestins, c'est du poison lent. » Solange, conciliante, essayait de s'adapter. Elle achetait des biscuits bio, elle évitait les sujets qui fâchent. Elle se disait « C'est la nouvelle génération, ils sont plus soucieux de la santé, c'est bien. » Elle ne voulait pas faire d'histoire. Elle voulait juste voir son petit Léo. Mais plus elle faisait d'efforts, plus Valérie semblait trouver de nouvelles fautes, de nouvelles erreurs. La simple présence de Solange semblait irriter sa belle-fille. Pierre lui était le témoin muet de cette guerre froide. Coincé entre le marteau et l'enclume, il se réfugiait dans le travail. Quand sa mère l'appelait pour se plaindre doucement de la froideur de Valérie, il soupirait « Maman, tu sais comment elle est. Elle est stressée par son travail. Fais un effort, sois patiente. » Et quand Valérie, le soir, dans leur lit, déversait son venin sur ta mère, qui ne respecte rien qui sape mon autorité. Il hochait la tête lâchement. « Oui, chérie, je lui en parlerai. » Pierre, par son silence, a été le complice involontaire du drame qui se préparait. Il n'a pas vu que sa femme ne cherchait pas à protéger leur fils, mais à posséder leur fils. Exclusivement. L'escalade a commencé il y a 6 mois. Léo grandissait et son affection pour sa grand-mère devenait plus vocale. « Je veux aller chez mamie », réclamait-il quand Valérie lui servait un bol de quinoa sans sel. Cette phrase innocente dans la bouche d'un enfant résonnait comme une déclaration de guerre aux oreilles de Valérie. Elle a commencé à restreindre les visites. Il est fatigué ce week-end. Il a beaucoup de devoirs à 4 ans. Nous partons chez mes parents à moi. Solange voyait les portes se fermer une par une. Elle sentait qu'on lui volait son petit-fils, mais elle n'osait rien dire de peur de provoquer la rupture définitive. Elle ne savait pas que la rupture était déjà programmée. Il ne manquait qu'un prétexte. Un prétexte assez grave pour justifier l'impardonnable. Le drame, ou plutôt la mise en scène du drame, a eu lieu un mercredi après-midi de mai. C'était l'une des rares fois où Valérie avait consenti à contre-cœur à laisser Léo chez Solange, car la nounou habituelle était malade. Attention,
avait-elle prévenu sur le pas de la porte l'œil noir. Il a un régime strict, pas de noix, pas de noisettes, pas d'arachides. J'ai lu qu'il pourrait être intolérant. Je lui ai préparé son goûter dans sa boîte. Il ne mange que ça, c'est clair. Solange avait acquiescé heureuse, simplement d'avoir son petit prince pour elle toute seule pendant 4 heures. L'après-midi fut merveilleux. Ils jouèrent aux petits chevaux, dessinèrent des bons hommes, rirent aux éclats. Léo était heureux détendu. À 4 heures, Solange lui donna scrupuleusement la compote sans sucre et les galettes de riz fournies par la mère. Léo fit la grimace, mais mangea. Il ne s'est approché d'aucune noisette, d'aucun gâteau interdit. Solange est une femme responsable, elle ne jouerait jamais avec la santé de l'enfant. Vers 17 heures, Valérie arriva pour récupérer son fils. Elle entra dans le salon comme une tornade, scanna la pièce du regard, cherchant la faute. Léo courut vers elle. « Maman, on a bien joué. » C'est là que la comédie macabre commença. Valérie prit son fils dans ses bras, et soudain son visage se figea. Elle écarta le col de la chemise de l'enfant. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla-t-elle. Sur le torse de l'enfant et dans son cou de larges plaques rouges étaient apparues. Léo commença à se gratter, surpris par l'anxiété de sa mère. « Il gonfle, regardez, il gonfle !» cria Valérie, les yeux exorbités. Solange s'approcha paniquée. « Mais non, il allait très bien il y a une minute !» bafouilla-t-elle. Valérie la repoussa violemment. « Ne le touchez pas, qu'est-ce que vous lui avez donné ?»« De la pâte à tartiner, des noisettes. Je vous avais prévenu. C'est un choc anaphylactique, vous voulez le tuer. » La scène fut dantesque. Valérie appela les pompiers, hurlant au téléphone que son fils étouffait, alors que Léo, certes rouge et grattant sa peau, respirait normalement et regardait sa mère avec incompréhension. Pierre arriva appeler en urgence Blême. Devant les secouristes, Valérie joua la mère courage face à la belle-mère inconsciente. Elle lui a donné des allergènes, je le sais, elle ne m'écoute jamais. Solange, en larmes, jurait qu'elle n'avait rien donné. Mais le doute était semé. Pierre regarda sa mère avec une déception infinie. « Maman, pourquoi ?» murmura-t-il. Ce pourquoi fut le coup de grâce. Léo fut emmené aux urgences par précaution. Il en ressortit 2 heures plus tard avec une simple pommade pour une dermatite de contact bénigne. Mais le mal était fait. Le diagnostic de Valérie lui était sans appel, c'était la faute de la grand-mère. Ce que personne ne sut ce soir-là, ce que Solange ne pouvait même pas imaginer dans ses pires cauchemars, c'était la machination diabolique de sa belle-fille. Avant de déposer Léo chez sa grand-mère dans l'intimité de la voiture, Valérie avait frotté l'intérieur du col du t-shirt de l'enfant avec une fleur de jardin, une plante urticante qu'elle savait irritante pour la peau sensible de son fils. Un geste calculé, froid, terrifiant. Elle avait sacrifié le confort de son fils pour piéger sa belle-mère. C'était un coup de maître dans l'art de la manipulation. Le verdict tomba le lendemain par téléphone. C'est Pierre qui appela. Sa voix était blanche mécanique. « Écoute, maman, Valérie a eu très peur. Nous avons eu très peur. Le médecin a dit que c'était limite. On ne peut plus prendre de risques. » Solange sentit le sol se dérober. « Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Pour l'instant, il vaut mieux que tu ne vois plus Léo. On a besoin de calme. Valérie ne te fait plus confiance. C'est pour le bien du petit. » Le couperet était tombé. « Pour le bien du petit. » La phrase magique qui justifie toutes les cruautés. Solange essaya de protester, de crier son innocence, de parler du complot, mais elle passa pour une femme hystérique dans le déni voire sénile. Pierre raccrocha. Alors commença la descente aux enfers. L'exil à quelques rues de chez soi. Solange devint une paria. Elle écrivait des lettres longues, déchirantes, où elle racontait son amour, jurait sur la tombe de son mari qu'elle n'avait rien fait. Les lettres revenaient non ouvertes, avec la mention « refusée », griffonnée rageusement par Valérie. Elle achetait des cadeaux qu'elle ne pouvait pas donner. Elle passait ses journées assise dans son fauteuil à regarder les photos de Léo sur la cheminée, ces photos qui s'arrêtaient brutalement à l'âge de 4 ans et demi.
Le silence de la maison devint assourdissant. Le désespoir pousse à des actes insensés. Privée de contact, Solange commença à voler des images. Elle apprit l'emploi du temps de l'école maternelle. Elle savait qu'à 16h30, la classe sortait. Alors elle allait s'asseoir sur un banc dans le petit square en face de l'école cachée, derrière un journal ou une haie de Troène. Elle attendait le cœur battant à tout rompre, juste pour apercevoir le bonnet bleu de Léo, juste pour voir s'il grandissait, s'il souriait. C'était pathétique et sublime à la fois. Une grand-mère en cavale traquée par la haine de sa bru. Elle le voyait de loin, tenu fermement par la main de Valérie, qui le tirait vers la voiture comme on tire un prisonnier. Elle pleurait en silence derrière ses lunettes noires. Mais on ne peut pas contenir éternellement l'amour d'un enfant. Un mardi après-midi, le destin, ou peut-être la justice divine s'en mêla. Solange était à son poste d'observation habituel, sur le banc du square. La cloche sonna. Les enfants sortirent en grappes colorées. Valérie était là, élégante, le nez sur son smartphone, attendant que Léo sorte. L'enfant apparut. Il chercha sa mère du regard, mais ses yeux de lynx repérèrent autre chose. Là-bas, sur le banc, ce manteau gris, ce chignon blanc, cette silhouette qu'il connaissait par cœur. Le temps se figea. Léo lâcha la main de la maîtresse. « Mamie !» Le cri fut pur, cristallin, un cri de joie absolue qui traversa la rue. Avant que quiconque puisse réagir, Léo courut. Il courut de toutes ses petites forces vers le banc, vers les bras ouverts, vers l'amour interdit. Valérie leva la tête trop tard. Elle vit son fils traverser heureusement la rue était piétonne à cette heure. Elle le vit se jeter contre les genoux de la vieille dame qui s'était levée tremblante. La scène était bouleversante. Léo pleurait en fouissant son visage dans le manteau de laine. « Tu m'as manqué, mamie. Pourquoi tu viens plus? » « Maman a dit que tu étais méchante, mais c'est pas vrai. » Solange, bouleversée, serrait le petit corps contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux, murmurant des mots d'apaisement. « Mon chéri, mon petit Léo. » C'était un moment de grâce, mais la grâce fut de courte durée. L'ombre de Valérie s'abattit sur eux. Elle arriva en courant, le visage déformé par une fureur qui frisait la démence. Elle ne vit pas l'amour. Elle ne vit pas les retrouvailles. Elle ne vit qu'une désobéissance, une trahison, une perte de contrôle. « Lâche-le !» hurla-t-elle. Elle agrippa le bras de Léo avec une violence qui fit crier l'enfant. « Tu me fais mal, maman !» pleura-t-il. Mais Valérie ne l'écoutait pas. Elle arracha l'enfant des bras de sa grand-mère comme on arrache une mauvaise herbe. Puis, dans un geste inouï devant les autres parents médusés, devant la maîtresse qui accourait, Valérie leva la main et gifla Solange. Un bruit sec. La tête de la vieille dame partit sur le côté. Ses lunettes volèrent dans l'herbe. Le silence qui suivit fut terrifiant. Solange porta la main à sa joue rouge sidérée. Valérie haletante tenait Léo qui se débattait. Elle prit le public à témoin, jouant son va-tout. « Vous avez vu? Elle essayait de l'emmener. Elle essayait de le kidnapper. Cette femme est dangereuse. C'est une déséquilibrée. Appelez la police. » Elle mentait avec un aplomb terrifiant, transformant l'étreinte d'une grand-mère en tentative d'enlèvement. Les gens autour, ne connaissant pas l'histoire, regardaient avec suspicion cette vieille dame échevelée qui cherchait ses lunettes à quatre pattes. « Non, je voulais juste l'embrasser », sanglota Solange. Mais Valérie tirait déjà Léo vers la voiture. L'enfant se retournait, tendant les bras, hurlant « Mamie, mamie, je veux rester avec mamie !» Ces cris, mes amis, ces cris d'un enfant qu'on arrache à l'amour pour le plonger dans la froideur, entreront Solange jusqu'à la fin de ses jours. La voiture démarra en trombe, laissant une grand-mère à genoux, sur le gazon, humiliée, frappée et plus seule que jamais. C'était la fin de l'espoir. C'était le triomphe du mensonge. Ce soir-là, Solange ne dormit pas. Elle resta assise dans le noir, la joue encore brûlante de la gifle. Mais quelque chose avait changé en elle. La douleur avait laissé place à une autre émotion plus froide, plus dure, la colère. Une colère saine, une colère de justice.
Elle repensa au visage de Léo à son appel au secours. Elle comprit qu'elle n'avait plus le droit d'être la victime. Elle n'avait plus le droit de se taire pour préserver la paix des familles, car il n'y avait plus de paix et plus de famille. Il n'y avait qu'un enfant otage. Le lendemain matin, Solange ne retourna pas au square. Elle mit son plus beau tailleur, celui qu'elle portait pour les grandes occasions. Elle ramassa ses cheveux en un chignon strict. Elle prit son sac à main en cuir et sortit. Elle ne prit pas la direction de l'école, mais celle du centre-ville vers une plaque en laiton qu'elle avait repérée maître Dumont avocat à la cour spécialiste en droit de la famille. L'attente dans la salle d'attente du cabinet est longue. L'odeur du vieux papier et de la cire en caustique lui rappelle étrangement les églises. Mais Solange ne prie plus. Elle prépare sa guerre. Dans sa main, elle serre une photo froissée de Léo. Quand l'avocat, un homme grisonnant, au regard bienveillant, ouvre la porte et lui demande « Madame, que puis-je pour vous ?» Solange lève la tête. Son regard n'est plus celui de la victime sous la pluie. C'est le regard d'une lionne blessée qui revient chercher son petit. « Maître, dit-elle d'une voix ferme, je veux voir mon petit-fils. On m'a dit que j'avais des droits. L'article 371-4 du Code civil, je crois. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Je veux faire valoir ce droit. Je veux saisir le juge aux affaires familiales. Je ne laisserai pas cette femme effacer mon existence. » L'avocat sourit tristement, mais avec respect. Il sait que le chemin sera long. Il sait que les expertises psychologiques seront douloureuses, que Valérie utilisera toutes les armes, tous les mensonges. Mais il voit aussi la détermination inébranlable de cette grand-mère. « Asseyez-vous, madame, dit-il. Racontez-moi tout. Nous allons nous battre. L'histoire de Solange ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer sur le terrain judiciaire. C'est un combat long, coûteux, épuisant. Mais savez-vous combien ils sont en France, ces grands-parents privés de leurs petits-enfants par des conflits familiaux? On estime qu'un quart des grands-parents sont un jour ou l'autre confrontés à cette douleur, à ce chantage affectif. Des milliers de Léos qui grandissent, sans connaître leurs racines manipulées par les rancœurs des adultes. Solange, elle, a choisi de ne pas être une statistique. Elle se bat pour ce baiser interdit, pour le droit de donner une crêpe, une histoire, un souvenir. Elle se bat pour que Léo sache plus tard qu'elle ne l'a jamais abandonné. Et vous, mesdames et messieurs, que feriez-vous à sa place? Accepteriez-vous de disparaître pour ne pas faire de vagues? Ou iriez-vous comme Solange jusqu'au tribunal pour sauver ce lien sacré? L'amour d'une grand-mère a-t-il une limite? Je vous laisse y réfléchir. Et si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs ou des indignations, partagez-la. Car le silence est le meilleur allié des bourreaux domestiques. À bientôt pour une nouvelle histoire vraie.